Il se pourrait que vous ne l'ayez pas remarqué, mais Warren Buffett est resté extrêmement silencieux durant les 6 derniers mois, sans accorder d'interviews aux médias, et en effectuant très peu de modifications dans son portefeuille d'investissement. Cet homme a réussi à rester loin des projecteurs à tel point que, lors du décès de son partenaire commercial de longue date, Charlie Munger, en novembre de l'année passée, Buffett n'a fait paraître qu'un communiqué de presse de 2 lignes, exprimant simplement sa gratitude envers Charlie pour son inspiration, sa sagesse et son engagement. C'était la totalité de sa réaction publique. Néanmoins, le moment est désormais venu. Warren Buffett a rompu son silence puisqu'il a publié, il y a peu, sa lettre annuelle adressée aux actionnaires, incluant un hommage à Charlie Munger, en plus de prodiguer des conseils particulièrement intéressants aux investisseurs pour l'année qui s'annonce. Cependant, il convient de noter que la totalité de la première page de ce document est en réalité un hommage à Charlie Munger, et Buffett y trouve des mots particulièrement aimables à l'égard de son ancien partenaire commercial. Souvenez-vous, ces individus étaient plus que de simples collègues. Ils étaient des amis proches, ayant tissé des liens étroits depuis 1959. Voici ce que Warren Buffett a exprimé au sujet de son ami. Il commence par relater leur rencontre et les premiers conseils que Charlie a donnés à Warren, notamment de privilégier la qualité de l'entreprise plutôt que de suivre l'approche d'investissement de Ben Graham. Puis, il évoque l'implication concrète de Charlie dans Berkshire, affirmant « En vérité, Charlie était l'architecte de l'actuel Berkshire, et j'ai joué le rôle de chef de chantier, mettant en œuvre sa vision au quotidien. Charlie n'a jamais cherché à s'attribuer le mérite pour son rôle de créateur, préférant laisser les éloges et la reconnaissance me revenir. D'une certaine façon, sa relation avec moi s'apparentait à celle d'un frère aîné et d'un père bienveillant. Même lorsqu'il était convaincu d'avoir raison, il me laissait les rênes et, quand je commettais une erreur, il ne me le reprochait jamais. Dans le monde réel, les grands édifices sont associés à leur architecte, tandis que ceux qui ont coulé le béton ou installé les fenêtres sont rapidement oubliés. Bien que je sois depuis longtemps à la tête de l'équipe de construction, Charlie mérite d'être reconnu à jamais comme l'architecte de Berkshire. Je trouve cela être un hommage particulièrement touchant à Charlie. Il me semble que Charlie n'a jamais vraiment été reconnu à sa juste valeur pour son œuvre chez Berkshire, bien qu'il le mérite assurément. Ainsi, entendre les mots de Buffett est particulièrement réconfortant. Et avec ces mots, nous nous tournons vers le contenu proprement dit de la lettre, qui recèle de nombreux éléments dignes d'intérêt. Il commence par sa critique habituelle de la mise à jour relativement récente des normes comptables, qui exigent désormais que les gains en capital non réalisés soient comptabilisés dans le résultat net. Pour la plupart des entreprises, cela ne pose pas de problème, mais pour une société comme Berkshire, qui est principalement constituée d'opérations commerciales détenues en totalité, en plus d'un énorme portefeuille d'actions, cela signifie que les fluctuations mensuelles du marché boursier peuvent grandement compliquer l'évaluation des performances réelles des opérations commerciales sous-jacentes. Il explique que lorsque vous recherchez des conseils, on vous informe que les procédures de calcul de ces bénéfices sont promulguées par un conseil des normes comptables financières sérieux et accrédité, sous la supervision d'une commission des valeurs mobilières. Nous, néanmoins, sommes laissés avec un sentiment d'inconfort. Chez Berkshire, notre perspective est que les bénéfices devraient représenter un concept sensé que Birdie trouverait quelque peu utile, mais uniquement comme point de départ pour évaluer une entreprise. À partir de ce passage, il est clair combien ces règles le frustrent. Par exemple, si une entreprise génère 10 milliards une année, puis 20 milliards et ensuite 30 milliards, c'est considéré comme positif. Mais si cette même entreprise détient un portefeuille d'investissement qui bondit de 5 milliards la première année, chute de 5 milliards l'année suivante, puis diminue encore de 10 milliards la troisième année, il semblerait que les bénéfices de l'entreprise stagnent, alors qu'en réalité, l'entreprise elle-même a très bien développé ses opérations commerciales. Il s'agit simplement de la volatilité des prix des actions à court terme. Pour les entreprises qui ne possèdent pas vraiment beaucoup d'investissements et se contentent de fabriquer et de vendre des produits, alors cette règle ne les affecte pas réellement. Mais pour une entreprise comme Berkshire, qui possède un grand nombre d'entreprises ainsi qu'un portefeuille d'actions d'une valeur de 350 milliards de dollars, de simples gains en capital non réalisés peuvent en fait provoquer d'importantes fluctuations des chiffres officiels. En fait, Buffett note que cela peut entraîner des fluctuations du résultat net de Berkshire allant jusqu'à 5 milliards de dollars par jour. Ainsi, selon Buffett, la solution est de toujours se concentrer sur le revenu d'exploitation, afin de savoir combien d'argent les opérations commerciales génèrent réellement. C'est sur cela qu'il a souhaité attirer l'attention en premier lieu. Buffett a également pris le temps d'explorer en détail sa stratégie d'investissement et ce qu'il recherche spécifiquement lors de l'achat d'une action. Il souligne 2 points clés. Il cherche toujours des entreprises bénéficiant de bons fondamentaux économiques, durables dans le temps, et il espère également que ces entreprises sont dirigées par des gestionnaires compétents et dignes de confiance. Comme toujours avec Buffett, l'analyse commence par l'entreprise, puis on vérifie si cette entreprise est dirigée par des personnes dignes de confiance. Mais il note également combien cette approche, bien que fondamentalement simple, devient en réalité difficile pour Berkshire. Et c'était probablement la partie la plus intéressante de la lettre pour moi. Il dit « Cette combinaison des 2 nécessités que j'ai décrites pour acquérir des entreprises a longtemps été notre objectif dans les achats, et pendant un moment, nous avons eu une abondance de candidats à évaluer. Si j'en manquais un, et j'en ai manqué beaucoup, un autre se présentait toujours. Mais écoutez ceci, ces jours sont loin derrière nous.
La taille de notre entreprise nous a desservis, bien que la concurrence accrue pour les acquisitions ait également joué un rôle. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, qui admet que l'incroyable trajectoire de Berkshire est probablement révolue. Ils sont simplement devenus trop grands. Mais qu'entend-il exactement par là? Pourquoi la taille est-elle un problème? Il explique: il reste seulement quelques entreprises dans ce pays capables de réellement influencer la performance de Berkshire, et elles ont été sans relâche scrutées par nous et d'autres. Certaines, nous pouvons les évaluer, d'autres non. Et si nous le pouvons, elles doivent être proposées à un prix attractif. Hors des États-Unis, il y a très peu de candidats qui représentent une option significative pour le déploiement de notre capital. Tout bien considéré, nous n'avons aucune chance de réaliser des performances époustouflantes. Premièrement, quelle honnêteté remarquable de la part d'un PDG. Mais concernant le point soulevé par Buffett, nous devons nous rappeler que Berkshire est la 7e plus grande entreprise du S&P 500, avec une capitalisation boursière de 868 milliards de dollars. Leur portefeuille d'actions seul vaut 350 milliards de dollars et ils disposent de 167 milliards de dollars en espèces. De manière réaliste, ils cherchent à investir des dizaines de milliards de dollars dans des entreprises à la fois. Mais il n'y a qu'un nombre limité d'entreprises où cela est possible tout en restant en dessous du seuil de 10% de participation, comme Buffett le préfère. Vous avez immédiatement besoin d'une entreprise avec une capitalisation boursière de plus de 100 milliards de dollars pour que Buffett la remarque même. Et malgré ce dont nous parlons ces jours-ci, avec des entreprises valant plusieurs trillions de dollars, il n'y a toujours pas tant d'entreprises avec une capitalisation boursière dans les centaines de milliards. En fait, au moment de la rédaction, il n'y a que 92 entreprises en Amérique avec une capitalisation boursière aussi élevée. Et évidemment, lorsque vous regardez en dehors du plus grand marché boursier du monde, ces opportunités deviennent encore plus rares. Mais cela ne signifie pas que Buffett a perdu tout espoir de trouver ces occasions, car il y a un autre facteur qui restera toujours, celui qui donne aux investisseurs des opportunités rares mais incroyables, et c'est la psychologie. Buffett mentionne que, de temps à autre, les marchés et ou l'économie feront en sorte que les actions et obligations de certaines grandes entreprises, fondamentalement solides, soient remarquablement sous-évaluées. En effet, les marchés peuvent et vont se comporter de manière imprévisible, ou même disparaître, comme ils l'ont fait pendant 4 mois, en 1914, et pendant quelques jours en 2001. Si vous pensez que les investisseurs américains sont maintenant plus stables qu'auparavant, repensez-y. La rapidité des communications et les merveilles de la technologie facilitent une paralysie instantanée et mondiale, et nous avons parcouru un long chemin depuis. De telles paniques instantanées ne se produiront pas souvent, mais elles se produiront. Beaucoup de gens disent que le marché boursier ne pourrait jamais s'effondrer à nouveau comme il l'a fait dans les années 1920, ou comme en 2008, mais je suis d'accord avec Buffett. Je pense qu'il est en fait plus facile pour le marché boursier de subir de lourdes pertes très rapidement dans l'environnement actuel, en raison de l'accessibilité des marchés à tous. La panique peut s'ensuivre plus rapidement que jamais auparavant et causera certainement des cracks boursiers à l'avenir. Mais la clé est de rester calme, de comprendre où se trouvent les entreprises de haute qualité et de les garder à l'œil dans votre liste de surveillance. Puis, lorsque les marchés chuteront inévitablement, vous pourrez prendre des mesures décisives pour le long terme. Buffett note cependant que le marché boursier est massivement plus grand qu'il ne l'était à nos débuts. Les participants actifs d'aujourd'hui ne sont ni plus émotionnellement stables, ni mieux éduqués qu'à mon époque. Pour une raison ou une autre, les marchés montrent maintenant un comportement beaucoup plus proche de celui d'un casino qu'à mon jeune âge. Le casino réside maintenant dans de nombreux foyers et tente quotidiennement les occupants. En fin de compte, cela met en évidence le jeu auquel nous jouons en tant qu'investisseurs à long terme. Attendre que Wall Street et les joueurs paniquent, acheter les bonnes affaires lors de la chute à court terme, et les conserver pour la reprise à long terme. C'est vraiment tout ce qu'il y en a, mais il faut rester rationnel. Buffett continue dans cette lettre à parler de sa règle numéro 1 en investissement. Une règle d'investissement chez Berkshire n'a pas changé et ne changera pas. Ne jamais risquer une perte permanente de capital. Grâce au vent arrière américain et à la puissance des intérêts composés, l'arène dans laquelle nous opérons a été et sera rémunératrice si vous prenez quelques bonnes décisions pendant une vie et évitez les erreurs sérieuses. En somme, ne vous laissez pas entraîner par les joueurs et prenez toujours des décisions à long terme. Mais cette citation, en particulier, soulève un concept sur lequel j'ai beaucoup parlé récemment, qui est aussi de se concentrer sur le fait de rester avec ces quelques bonnes décisions, de s'en tenir aux composants à long terme. Et Buffett continue à parler longuement de la puissance de conserver les composants à long terme à travers 2 exemples, Coca-Cola et American Express. American Express a commencé ses opérations en 1850 et Coca-Cola a été lancé dans une pharmacie d'Atlanta en 1886. Berkshire n'est pas très porté sur les nouveaux venus. Les 2 entreprises ont tenté de se diversifier dans des domaines non liés au fil des ans et ont trouvé peu de succès dans ces tentatives, dans le passé, mais certainement pas maintenant. Les 2 ont même été mal gérées, mais chacune a été extrêmement réussie dans son activité de base, remodelée ici et là, selon les besoins. Et de manière cruciale, leurs produits ont voyagé. Tant Coke que AEX sont devenus des noms reconnus dans le monde entier, tout comme leurs produits principaux. Et la consommation de liquide et le besoin de confiance financière incontestés sont des essentiels intemporels de notre monde. En 2023, nous n'avons acheté ou vendu aucune action de AEX ou Coke
prolongeant notre propre sommeil de Rip Van Winkle qui dure maintenant depuis plus de 2 décennies. Les deux entreprises ont de nouveau récompensé notre inaction l'année dernière, en augmentant leurs bénéfices et leurs dividendes. En effet, notre part des bénéfices de AEX en 2023 a considérablement dépassé le coût de 1,3 milliard de notre achat d'il y a longtemps. AEX et Coke augmenteront presque certainement leurs dividendes en 2024, environ 16% dans le cas de AMX, et nous laisserons certainement nos participations inchangées tout au long de l'année. Pourrais-je créer une entreprise mondiale meilleure que ces deux-là? Comme Birdie vous le dira, pas question. La leçon de Coke et AEX est la suivante. Lorsque vous trouvez une entreprise vraiment merveilleuse, restez avec elle. La patience paie, et une entreprise merveilleuse peut compenser les nombreuses décisions médiocres qui sont inévitables. Pas de pari sur option, pas de jeu sur les bénéfices. Ce passage est essentiellement à Buffett disant de trouver des entreprises avec un avantage compétitif intrinsèque et durable. Quelque chose dans votre entreprise qui la maintient en avance sur les concurrents, puis de l'acheter à un prix juste, et si elle reste bonne, de la garder dans votre portefeuille. C'est vraiment tout. Le succès de toute votre carrière d'investissement se résumera probablement à 3 ou 4 actions que vous avez simplement conservées à travers les hauts et les bas. Ces actions, si conservées longtemps, prendront soin de toutes les autres décisions médiocres que vous prenez. Rappelez-vous, Buffett a pris des centaines de décisions d'investissement au fil des ans, mais il dit que son succès entier se résume à environ 12 d'entre elles. C'est la façon dont Buffett nous dit de penser. Et au final, voilà mes conclusions de la lettre annuelle aux actionnaires de Buffett. Une dernière chose que je tiens à mentionner est que si vous êtes encore ici, j'espère que cela signifie que vous suivez également l'approche d'investissement de Warren Buffett. Mais avec cela dit, cela nous suffit pour aujourd'hui. Laissez un like sur la vidéo si vous l'avez appréciée, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, et je vous verrai dans la prochaine.